Bien, bien, c'est parti pour les questions. Je pensais que ça s'était terminé par une crucifixion sur la Via Appia. Alors, oui, j'ai abrégé un petit peu à la fin. Alors, ce sont les 5000 esclaves qui ont été arrêtés par Pompée, qui ont été crucifiés sur la voie appienne. Mais les autres ont été, la grande majorité des esclaves ont été massacrés au cours de cette dernière bataille. Quelques groupes ont réussi à se sauver dans les montagnes. 5000 ont été arrêtés et effectivement crucifiés le long de la voie appienne. Ce qui est un supplice assez horrible quand on sait exactement comment ça se passe. Quand on voit le demi-tour de Spartacus qui redescend vers la voie, alors qu'il est monté tout en haut en Syracuse, c'est là qu'on voit qu'il ne cherche pas vraiment la liberté. Il se plaît dans l'Italie, non? Il y a deux thèses qui s'affrontent là-dessus. Certains pensent qu'il revient en Italie uniquement pour piller. Mais rester en Italie, c'était se condamner à mort un jour ou l'autre, parce qu'il y avait les légions. Les Romains, là j'étais un petit peu rapide, j'ai pas pu vous raconter tout ça, mais les Romains ont toujours eu un train de retard, si je puis ainsi m'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte que cette armée augmentait en quantité, qu'elle s'élevait en qualité. Et à chaque fois, ils arrivaient avec des effectifs insuffisants ou des soldats qui n'étaient pas à la hauteur. C'est seulement Crassus qui a fini par se rendre compte qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était très dangereux, qui a permis un changement. Et alors je crois que son but, finalement, était justement de rejoindre la Sicile en passant par Reggio et retrouver les pirates qui l'amèneraient en Orient. Et au-delà, les Gaulois, les esclaves qui étaient avec lui, c'était des Thraces, des Germains et des Gaulois. Donc, il remontait le Danube, lui s'arrêtait tout de suite en Thrace, et puis les Gaulois et les Germains, après avoir remonté le Danube, passaient par le Rhin. Combien de temps ça dure, en fait, entre l'évasion de Capoue? À peu près 18 mois, madame. Au total? Oui. C'est très court. Ah, c'est très court, oui. Pour faire tout ce chemin et constituer une armée. Oui. Est-ce que vous avez une hypothèse quant à l'origine des qualités militaires de Spartacus? Mais c'est la même chose que vos qualités à vous, mademoiselle. Non, mais bon, c'est un personnage qui est extraordinaire. Et qui a eu, si vous voulez, en outre, si on peut dire, la chance de se trouver au bon moment, au bon endroit. En 73, donc de 73 à 71, en août 73, il dit, bon, il y en a marre, on va se sauver. Il n'y a que 70 personnes qui l'accompagnent. Et puis, quelques mois après, il se trouve à la tête de 70 000 personnes. Vous voyez ? Et là, il se dit, bon, il faut les organiser, et c'est là où se révèle un génie qui, sans cela, ne se serait jamais révélé. Si on ne l'avait pas arrêté, pris au piège pour le vendre comme esclave, on n'aurait jamais su que c'était un grand tacticien et un bon stratège. Il y avait une question, je sais plus. Oui, monsieur. Moi, je voulais poser une question sur. Vous avez dit Spartacus est parti avec 70 esclaves de Capoue, et en chemin, un certain nombre d'esclaves a rejoint le groupe. Mais au départ, lorsqu'il a quitté sa gladiature, oui, l'école de gladiature. Avait-il l'idée de créer une armée ou c'est venu petit à petit? Non, sans doute pas. Nous n'en avons aucune. Son idée initiale, en fait? Son idée initiale, c'était de se sauver. On m'a arrêté, c'est immoral, c'est injuste. Je ne suis pas un esclave, donc en plus je ne suis pas italien. Je veux rentrer en Thrace et continuer à élever mon bétail. Et puis c'est tout. Et puis, bon, les 70 hommes qui étaient avec lui ont dit, bon, ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Et tous les autres se sont agglomérés autour de ce noyau et lui ont demandé de rester leur chef. Le fait qu'il y ait tellement de gens qui aient rejoint Spartacus, est-ce que ça ne montre pas qu'il y avait un problème relatif aux esclaves qui n'existait peut-être pas quelques années avant? Le problème était plus ancien. Là encore, c'est des choses que je n'ai pas pu dire parce que le temps m'a manqué, mais il y avait eu déjà auparavant, justement en Sicile, 2 grandes révoltes, en 135, 132 et 104, 101. Et il y a eu des tas de petites révoltes depuis 150 ans à peu près, beaucoup de petites révoltes.
qui prouve que l'esclavage, ça fonctionnait pas très très bien à ce moment-là. Ben, ce qui prouve que, mettez-vous à la place des esclaves, ils n'étaient pas très contents d'être esclaves. Et donc, quand ils avaient la possibilité de se sauver, ils se sauvaient. Ils se sauvaient, bien sûr. Mais la répression était terrible, parce que s'ils étaient attrapés, on les marquait au fer rouge sur le visage. Ils étaient fouettés, enfin bon, il y avait toutes sortes de petits supplices sympathiques. Mais, donc voilà, il était normal que les esclaves veuillent s'échapper, et il était normal aussi que les maîtres puissent les punir. Vous venez de souligner que la condition d'esclave justifiait d'elle-même la révolte, mais il me semble qu'en Grèce ancienne, par exemple, on n'arrive pas à recenser des révoltes aussi conséquentes, par exemple. Mais sans doute, oui. Sans doute, parce qu'à cette époque-là, et là, c'est là où l'idéologie marxiste est intéressante. Vous savez que Karl Marx était un homme extrêmement érudit, qui connaissait très très bien l'Antiquité grecque et romaine. L'esclavage, à cette époque, était en Italie à son apogée. C'est-à-dire qu'il y avait de très très grandes masses d'esclaves. Vous n'avez pas eu en Grèce, il n'y avait pas d'équivalent en Grèce d'aussi grande concentration d'esclaves dans les exploitations agricoles. Ça, c'est vrai qu'une bonne partie de l'économie agricole marchait grâce à l'esclavage, mais pas toute l'économie agricole, comme l'ont dit les marxistes, et plus personne ne croit ça de nos jours. Et puis, il y avait le cas des gladiateurs qui n'avaient pas d'équivalent en Grèce. Alors, nous n'avons pas de statistiques. Alors, pour l'époque impériale qui a suivi, où il y a eu une régression de l'esclavage, les gens ont compris qu'il fallait éviter ce genre de grande concentration. On considère sous le Haut-Empire en Occident, que ce soit la Gaule, l'Espagne, l'Afrique ou l'Italie, que les esclaves représentaient à peu près 10% de la masse totale. Alors, en Italie, à cette époque-là, c'était certainement plus, mais je ne peux pas vous dire combien. Alors les gens de l'Antiquité n'avaient pas la même notion que nous de la rentabilité. C'est-à-dire qu'un homme riche qui voulait, un maître artisan qui voulait produire de la céramique par exemple, mettait côte à côte dans son équipe 3 esclaves et 5 hommes libres, ou 5 esclaves et 3 hommes libres, qui faisaient exactement le même travail, mais les uns étaient esclaves, les autres libres. Alors évidemment, logiquement, on se dit, mais pourquoi il fait ça? C'est idiot. Et il n'a qu'à prendre que des esclaves. De nos jours, on résoudrait les problèmes beaucoup plus radicalement sur le plan économique. Beaucoup plus rationnellement, de manière beaucoup plus rentable, pour dire les choses élégamment. Non, simplement. Pourquoi Spartacus a quitté Rome quand il est remonté? À mon avis, parce qu'il était trop intelligent pour tenter cette aventure. Alors, la ville de Rome avait à cette époque un rempart qui était exceptionnel, extrêmement solide. Vous savez, c'était la même chose 150 ans auparavant pour Hannibal. Hannibal est arrivé devant les murs de Rome, il les a regardés et puis il est reparti, tout simplement parce qu'il savait qu'il n'avait pas assez de soldats, qu'il n'était pas capable, il n'avait pas les moyens de prendre d'assaut la ville. Alors justement, j'aurais voulu le dire aussi, l'armée des esclaves avait 2 faiblesses, l'armée de Spartacus avait 2 faiblesses. La première, c'est qu'elle n'a jamais eu de bonne polyurcétique, elle n'a jamais été capable de prendre des villes. Au début, ils ont pillé Nol, Abella, etc., mais en prenant les villes par surprise. Et puis après, quand les villes voyaient les esclaves arriver, elles s'enfermaient derrière leurs remparts, et aucune ville n'a été prise par les esclaves. Alors Rome, ce n'est pas envisageable, donc pas de polyurcétique satisfaisante, et pas de marine non plus. Mais ça non plus, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Il fallait déjà un siège un peu, voilà, quand on justement voit les travaux de César devant Alésia, c'est énorme. Mais je ne veux pas qu'on parle d'Alésia. Pardon ? Oui, voilà. Je refuse de répondre. Oui, sans moi. Non, mais bon, sur cette histoire, je plaisante, mais bon,
Bon, j'ai écrit ce que j'avais à écrire sur ce que je pensais de la localisation d'Alésia. Il ne me semble pas nécessaire d'en faire une tartine. Et maintenant, supplémentaire. Et maintenant, bon, je suis passé à d'autres choses. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai écrit. Donc, je vous renvoie à mes écrits antérieurs que je ne renie pas. Et les gladiatrices dans tout ça? Ah, il y a eu des femmes gladiateurs. Il y a eu beaucoup d'enrichissement à l'art de la gladiature, mais tout ça est bien postérieur. À l'époque de Spartacus, on est quand même à une période de début. Donc les femmes gladiateurs, c'est sous l'Empire. Il y en a eu quelques-unes, et très rapidement, les empereurs ont trouvé que c'était quand même indécent. Donc ils ont interdit que des femmes descendent dans l'arène. Mais il y a eu des hommes de très bon niveau qui sont descendus dans l'arène, en particulier même un empereur, Commode. Alors ça devait être embêtant quand on était désigné comme gladiateur pour combattre Commode. Parce que si on le tuait, on avait de gros ennuis. Et si on était tué aussi. Et justement, les gladiateurs représentaient une part significative des esclaves? Non, non. Non, il fallait d'abord que ce soit des hommes jeunes. On en connaît très peu qui aient dépassé les 30 ans. C'est pour ça que acheter Spartacus à 26 ans pour en faire un gladiateur, ça me semble pas vraisemblable. Et à partir de 30 ans, il n'était plus bon. L'espérance de vie à l'époque était de 45 ans pour un homme, bien nourri, bien logé, etc. Et pour les gladiateurs, on a eu des études récentes qui montrent que beaucoup mouraient au premier combat. Très souvent, ils étaient surpris. Ces combats duraient très très peu de temps, ça durait 2-3 minutes, le temps que les deux adversaires s'observent. Puis il y en avait un qui frappait. Si le coup portait, il avait gagné. L'autre était soit tué, soit grièvement blessé hors de combat. Et s'il ratait son coup, l'autre ripostait. Alors là, l'autre ne le ratait pas. Que devenaient justement les gladiateurs blessés? Ça dépendait du public qui demandait s'ils s'étaient bien battus. Si vous avez déjà assisté à des corridas, il y a des taureaux comme ça quelquefois qui sont gracieux parce qu'ils se sont bien comportés. Voilà. Donc si le gladiateur était blessé, ça dépendait du public qui demandait au maître de cérémonie soit de le gracier, soit de le tuer, donc avec le pouce levé vers le haut ou vers le bas. S'il était gracié, bien, il était soigné, puis il recommençait quelque temps après. Et quelle était la perception de cette révolte auprès des Romains? Ah oui, toute la littérature latine est pleine mentionne ces gens-là, souvent très brièvement, mais c'était vraiment des monstres qui tuaient, pillaient, violaient, incendiaient, se comportaient vraiment de manière absolument abominable. Alors non seulement ils faisaient ce que les Romains faisaient d'ailleurs quand ils débarquaient en Gaule, en Afrique ou ailleurs, mais en plus c'était des esclaves. Et là, c'était vraiment ce que les Romains ne comprenaient pas. Est-ce que la révolte a eu des soutiens extérieurs aux esclaves eux-mêmes? Est-ce que Mithridate a soutenu les esclaves? C'est à quoi vous pensez? Oui, le roi du Pont qui était en guerre contre les Romains. Il y a eu des relations diplomatiques, si je puis ainsi m'exprimer, entre Spartacus et Mithridate, mais ça n'a rien donné. Comment peut-on expliquer que de 70 on passe à 70 000 avec des gens qui normalement au premier combat sont éliminés dans des gladiatures et en phase 2 ils ont une armée extrêmement puissante. Il y a quand même une Oui, bien sûr. Là aussi, j'aurais voulu m'expliquer plus tôt. C'est parce que chaque fois qu'il y a un combat, et il y a une dizaine de batailles à peu près entre Spartacus et ses adversaires, chaque fois qu'il y a une bataille, les adversaires d'abord sous-estiment le nombre des esclaves. Autrement dit, quand ils ont en face d'eux une armée de 50 000 esclaves, ils envoient seulement 10 000 légionnaires. Et le général systématiquement les sous-estime en se disant bon, c'est des esclaves, si vous voulez, nous battons contre des infirmes, des gens qui n'ont qu'un bras, qui sont aveugles, qui sont des sous-hommes.
Et donc, au contraire, Spartacus avait réussi à organiser une armée qui était équivalente à l'armée romaine. Alors évidemment, nous, ces gens du XXIe siècle, ça ne nous choque pas. Nous savons que les esclaves sont des êtres humains, qu'après tout, si on les entraîne au combat, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas aussi bons que les autres. Mais à l'époque, les Romains les ont sous-estimés. Et justement, quand on voit Crassus, comment il réagit avec eux, il agit avec une prudence de serpent. Hein. À chaque fois, il essaie d'avancer ses pions, il y a une petite bataille, il se recule tout de suite, et il renforce ses troupes, il les attaque sur un autre endroit. Et vraiment, la dernière bataille, là, il a rassemblé toutes ses troupes, des hommes efficaces qui connaissent le combat, et il sait que derrière, il y a Pompée et Lucullus qui vont arriver, donc il n'y a aucun problème pour lui. Il n'y a aucune gloire pour les militaires. Pardon ? Il n'y a aucune gloire pour les généraux romains. Parce que battre des esclaves, c'est vraiment. Et non. Aucun honneur, hein, il n'y a pas de motivation. Non, oui, vaincre des esclaves, c'est pas. Ils n'ont pas droit au triomphe, si c'est ce que vous voulez dire. Mais Crassus a eu l'ovation quand même. Un petit triomphe. On pourrait aussi considérer que toutes les premières troupes romaines qui existent à ce premier combat ne sont pas du tout des troupes de qualité. L'essentiel est que les vraisemblablement d'Espagne a monté. Non, c'était pas des troupes d'Espagne, mais c'était. Non, c'est le dire. Ah oui. L'essentiel des troupes de qualité était en Espagne. En Espagne et en Orient. Ils restaient là plutôt des réservistes. Oui, absolument. Donc il ne faut pas dire non plus qu'ils ont vaincu l'élite de l'armée romaine. Non, jusqu'à ce que Crassus se décide à les organiser. Cela dit, bon, à la bataille de Modène, c'était certainement des légionnaires de très bonne qualité, mais il n'y avait qu'une légion, c'est-à-dire 5000 hommes, 5000 légionnaires contre 60-70 000 esclaves, qui eux-mêmes avaient appris à se battre. Et donc la légion a été anéantie. Croyez-vous possible que parmi ces troupes de basse qualité qu'ils ont affrontées dans les premiers temps, justement, il y a eu des hommes qui se seraient avilis à servir de transfuges et à former ces gladiateurs? On sait que la grande force de l'armée romaine, c'était de combattre justement en unité formée et de savoir faire des manœuvres. Les gladiateurs n'avaient pas cet entraînement. S'ils ont réussi à battre l'armée romaine, ça ne pouvait pas être que par des ruses, même si les Romains trouvaient l'histoire d'utiliser la ruse à la bataille, il y a quand même eu forcément Alors, une mise à niveau. Aucun texte ne mentionne de transfuge. Bien sûr. Et dans ce cas-là, être transfuge, c'était quand même très risqué, d'une part. D'autre part, il y a malgré tout, à mon avis, Spartacus, qui est un type, qui était un homme extrêmement intelligent, extrêmement brillant. Mais lui-même n'aurait pas pu encadrer 70 000 hommes pour leur apprendre. Non. Il a trouvé auprès de lui des hommes qui étaient remarquables, comme Crixus. Onomaos peut-être pas, mais on en parle, il disparaît rapidement, mais il y a eu un encadrement, c'est incontestable. Et les esclaves ont vu comment il fallait procéder. Il faut dire que la guerre dans l'Antiquité, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus simple que de nos jours. Simplement, il fallait l'armement et il fallait l'exercice, apprendre à s'en servir. Oui ? Oui. Est-ce qu'en dehors du fait que, vous nous l'avez dit, il a eu une femme à ses côtés au moins pendant un moment, est-ce qu'on connaît quelques détails sur l'aspect physique de Spartacus, ses amis, enfin en tant qu'individu? Non, on n'a aucun renseignement, ni sur Spartacus, ni sur sa femme. Le personnage physique, nous ne le connaissons pas. Il n'y a pas eu de monnaie, pas eu de buste à son effigie. On n'a rien trouvé. Je me suis renseigné là-dessus, on n'a rien trouvé. Tout ce qu'on peut savoir, ce sont à travers les critiques des Romains, qui disent que c'est un esclave, que c'est un gladiateur, etc., etc. Mais il n'empêche qu'il a su créer une armée, la fabriquer, l'organiser et remporter des victoires. Alors, ces victoires ont été facilitées effectivement par le fait que les Romains ont commis des sottises. Ils ont sous-estimé les barbares, les esclaves en nombre et en qualité, mais c'est un homme qui était certainement exceptionnel. C'est vraiment la guerre de Spartacus, comme l'ont dit certains auteurs, et pas une guerre servile parmi d'autres. Parce que justement, quand on fait le parallèle avec les deux grandes révoltes qu'il y a eu en Sicile, le contenu des révoltes est très différent dans les
trois cas. Les deux guerres de Sicile, les deux révoltes de Sicile sont vraiment des esclaves qui se sont révoltés contre leur maître, qui d'ailleurs ne voulaient pas abolir l'esclavage, ni même fuir d'ailleurs, ils voulaient simplement être propriétaires et avoir des esclaves qui les entretiendraient. La guerre de Sicile, il y a des prises de villes. Oui, oui. Oui, mais les villes elles sont prises toujours par surprise, parce que les esclaves n'ont pas de polyurcétique. Ils ne savent pas se battre. C'est très compliqué hein, de prendre une ville d'assaut ou de l'affamer. Oui, de quand date la légende d'un Spartacus libérateur des opprimés? Le personnage, pendant très longtemps, n'a intéressé personne. Et à mon avis, à ma connaissance, c'est surtout au XXe siècle, où vous avez... Enfin, si, à la Révolution française, au moment de la Révolution française, on a commencé à en parler. On en a parlé un petit peu au XIXe siècle, ce qui explique qu'en 1918, 19 et 20, il y a eu ce mouvement des spartakistes en Allemagne. C'était une référence très claire à Spartacus. Nous sommes des esclaves, nous nous révoltons. C'est le 19e siècle essentiellement. C'est essentiellement le 19e siècle. Karl Marx en a pas mal parlé, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un homme extrêmement érudit. Mais il a moins intéressé, on a moins d'œuvres littéraires, moins d'œuvres de tableaux. On a eu du mal à trouver un tableau. Il y a peu de peintures du 19e siècle, il y a peu de sculptures. Par exemple, si on le compare à un personnage comme César ou comme les grands Romains, qui ont beaucoup plus inspiré les artistes, effectivement, c'est un personnage mineur. Il n'empêche que c'était un grand homme. Avez-vous une hypothèse sur la raison pour laquelle il a fait demi-tour après Modène? Mais je vous ai dit, à mon avis, nous n'avons qu'un texte qui le dise clairement. À mon avis, c'est parce qu'il espérait prendre des bateaux et partir par voie de mer. Et en cours de route, à un moment donné, il a rencontré ces représentants des esclaves qui lui ont dit « mais il n'y a pas de problème, 120 000 hommes, on embarque ça tout de suite, ça vous coûtera simplement tant de kilos d'or ». Il a donné les kilos d'or et puis les pirates sont partis avec. Il faut jamais faire confiance aux pirates. J'ai du mal à comprendre comment cet homme, Spartacus, qui était animé visiblement par un désir de liberté individuelle, a choisi de créer une armée, se promener comme ça, faire des allers-retours en Italie. Alors, il est évidemment plus simple pour lui de filer tout droit en trace et retrouver sa vie d'avant. Ben, je suppose qu'il y a d'abord un sentiment d'une certaine honnêteté. Les gens me font confiance, je ne peux pas les décevoir. Et puis, en même temps, il était pris au piège. Si vous voulez, quand vous vous trouvez au milieu d'un grand groupe de gens qui vous disent « on a besoin que ce soit vous qui soyez notre chef », c'est difficile de dire non. Il n'a jamais eu de visée politique? Ben, je ne pense pas. On en a. C'est son seul objectif. À mon avis, son seul objectif était de quitter l'Italie, de rentrer en Thrace, où il aurait retrouvé ses vaches. Par rapport à la carte, il y a quand même une incompréhension majeure. C'est-à-dire que quand on est à Modène, globalement des esclaves qui sont, on va dire, plutôt au nord de l'Europe par rapport à la Méditerranée, ne peuvent pas accomplir la fin du voyage. Alors, il y a peut-être des problèmes de connaissance géographique et de savoir exactement pour un Thrace, c'est évident de se dire je vais traverser le Brenner, rejoindre le Danube et revenir. Ben, il ne le savait peut-être pas exactement. Ça, c'est un problème qu'on m'a posé la semaine dernière à propos des Vandales en Afrique. Comment avançait-il? C'était un colloque. Les gens avaient une connaissance par les voyageurs. Ils savaient qu'il y avait ceci, cela. C'est par les gens du pays. Et puis quand un homme comme Spartacus, à mon avis, bon, il voulait effectivement traverser les cols pour atteindre le Danube. On lui avait dit, bah, il y a tel et tel col, c'est possible par ici, par là. Mais s'il n'est pas allé au-delà, c'est parce que, à mon avis, les cols devaient être barrés par des légionnaires et que c'était plus difficile. Il y a plusieurs possibilités assez faciles en fait, à imaginer. Il est possible qu'une communication avec les dieux, il y a un sacrifice, leur dit de ne pas le faire. Ou qu'une rumeur parmi son armée ait dit qu'une armée les attendait de l'autre côté. Il y a plusieurs possibilités qui font qu'ils n'ont pas tenté l'aventure. Sans doute, sans doute. Et justement, à propos de la localisation des différentes régions, pour les gens de l'Antiquité,
il n'avait pas de carte. Donc, les premières cartes sont apparues quand ça? On en connaît du IIe siècle, à ma connaissance. À cette époque, je ne sais pas s'il y en avait, mais de toute façon, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on entend par carte. Les cartes de l'Antiquité n'avaient rien à voir avec même celle de la table de Pöttinger n'avait rien à voir avec les cartes modernes. Simplement, ça pouvait être un simple dessin sur lequel étaient marquées les régions les unes par rapport aux autres. Mais par exemple, les légions romaines, quand elles s'aventuraient jusqu'au mont d'Adrien, en haut, en Gaule ou en Angleterre, ils n'avaient donc rien pour se... Si. D'abord, pour les Romains, ce n'était pas la même chose que pour Spartacus. Les Romains avaient beaucoup plus de chance. Chaque commandant d'armée romaine était un noble. Donc il avait reçu l'éducation d'un noble, dans laquelle il y avait beaucoup de lectures et de commentaires de textes. En outre, il avait sa bibliothèque à la maison. Alors, je veux dire, quand un sénateur quelconque recevait la mission d'aller faire la guerre en Gaule, en Espagne ou en Thrace, il rentrait à la maison, il feuilletait ses ouvrages d'abord pour se renseigner. Ensuite, le renseignement était obtenu par des voyageurs. Il allait il envoyait ses esclaves chercher des gens qui connaissaient la Gaule, qui connaissaient l'Espagne. Et puis une fois qu'il était sur place, il envoyait des éclaireurs et il interrogeait les gens du pays. Bon, il les interrogeait plus ou moins gentiment, hein, ça c'est... Oui. Pour les fans de Kirk Douglas, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu l'ouvrage I Am Spartacus. Non. Il a écrit ça, j'ai appris. Donc si un jour quelqu'un sait ce que ça dit, c'est intéressant de savoir. Vous avez vu le film, je suppose? Oui, oui. Et alors? Ah ben écoutez, moi le film m'a plu, je le dirais sans fausse honte, mais ce n'est pas du tout historique. Alors il y a 2 romans d'un Anglais qui était marxiste, qui a écrit un Spartacus, c'est Hawks, si je ne me trompe, et alors un autre qui est moins connu, d'un personnage qui est lui plus connu, c'est d'Arthur Koestler, qui avait fait un Spartacus qui n'était pas mauvais du tout. Mais c'est un roman historique. Hein. Pardon? Oui, mais il a changé de point de vue. Dans le zéro et l'infini, c'est tout à fait autre chose. Mais de toute façon, qu'on soit marxiste ou pas, Spartacus reste un personnage historique important, c'est tout. Alors, être marxiste, ça pose la question de savoir si s'inscrivait dans le cadre de la guerre des luttes des classes. Pour l'historien, ça n'est pas intéressant. Une question dans la salle? Question? Non, c'est une similitude onomastique, enfin, une similitude de nom, et c'est tout. Ça n'a rien à voir. La représentation également avec un casque qu'on assimile peut-être on n'a jamais vu, on ne sait pas si Spartacus avait un casque ou pas. Il était certainement habillé en légionnaire romain à la fin. Et le nom de Spartacus, il vient de quoi? Alors le nom de Spartacus, c'est un nom qui est thrace, incontestablement. Voilà. Ça a une signification précise? Non, enfin pas qu'on sache. Mais ça n'a rien à voir avec la ville de Sparte, sauf la consonance. Sauf si on fait allusion aux révoltes de Leur rapprochement a été fait, mais philologiquement, ça ne tient pas. N'étant pas philologue, je me suis renseigné, vous verrez dans les notes, je me suis adressé à un helléniste, parce que j'ai eu des problèmes de philologie grecque qui est Alain Biot, une latiniste, Michel Ducot, un celtisant, Xavier Delamarre, qui m'a expliqué ce que signifiait Crixus et ce qu'était le nom de Spartacus. Enfin, il y a un Roumain qui a publié, votre Roumain, M. Dana, qui a publié un traité d'onomastique thrace, dont je vous recommande la lecture si vous avez des insomnies. Non, c'est très bien fait. C'est d'une très grande érudition, ne rigolez pas. J'en veux pas. Et je suis allé chercher Spartacus là-dedans. Voilà. Oui. Est-ce que cette épopée magnifique
a eu des conséquences politiques sur le traitement des esclaves après. Oui, vous avez raison de poser cette question, madame. Bien sûr, ça a eu le monde romain a amélioré la situation des esclaves après la révolte de Spartacus. La première chose était d'abord d'éviter les grandes concentrations pour éviter les grandes révoltes dangereuses. Et puis petit à petit, la vie quotidienne des esclaves a été améliorée. Par exemple, les Romains ont interdit de vendre les membres d'une famille séparément. Donc si on voulait acheter un esclave qui avait une femme et des enfants, ce n'était pas un mariage légal, reconnu. Disons que des gens vivaient en concubinage et qui avaient des enfants illégitimes, c'était interdit, ça a été interdit. Mais l'amélioration du statut des esclaves vient en partie de la révolte de Spartacus, qui finalement a fait peur à tout le monde, mais aussi de la philosophie stoïcienne, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, et pas du tout du christianisme qui n'avait aucune influence là-dessus à cette époque. D'ailleurs, les pères de l'Église, il y a un livre anglais qui est écrit sur la question. Les pères de l'Église trouvaient que l'esclavage était tout à fait normal, qu'il n'y en a qu'un seul qui a dit mais les esclaves, finalement, c'est Grégoire de Nazianze, si je ne me trompe. Après tout, les esclaves, ce sont des hommes comme tous les autres. Mais la doctrine officielle de l'Église, pendant toute l'Antiquité, a été celle de saint Paul, maîtres, aimez vos esclaves, esclaves, aimez vos maîtres. Donc ça indique clairement que l'esclavage n'est pas condamné. Il demande simplement une amélioration, il faut être gentil les uns avec les autres. Saint Paul était un Romain. Saint Paul était un Romain. Oui. Oui, bien sûr, Saint Paul était romain, bien sûr. Et puis c'était un citoyen romain, comme moi. Il n'était pas né à Carthage, bon, tout le monde ne peut pas. Sur le nombre, est-ce que le nombre aurait pu être gonflé pour justifier les échecs du côté romain? Le nombre a certainement été gonflé, d'autant que quand on lit les textes, on voit 70, 700, 7000, 70 000, puis on arrive à 120 000. Donc, si vous voulez, évidemment, il n'y a eu aucun décompte qui a été fait exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que les esclaves avaient réussi à rassembler une armée qui était des effectifs trop gros pour être une armée romaine normale, c'est-à-dire trop gros pour être une armée de 50 000 hommes. Et c'est à un moment donné que, quand l'armée repartait vers le nord, il y a eu une division entre les troupes qui sont restées avec Spartacus, qui devaient être 60, 70 000, et les 30 000 hommes de Crixus qui sont partis vers l'est. Donc c'est énorme. Parce qu'il pourrait y avoir une forme de confusion qui me semble assez fréquente chez les Romains, dans les présentations d'effectifs, qui consiste à présenter leur légion comme effectivement un effectif militaire, et de montrer globalement leurs adversaires comme une masse armée, alors qu'en fait ils mélangent à mon sens tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. On peut imaginer que dans les 70 000 ou les 120 000, il y a peut-être un moitié de femmes. Dans les 120 000, certainement. Dans les 70 000, c'est pas évident qu'il n'y ait pas 70 000 guerriers. Parce que pour battre quand même une armée romaine de 50 000 hommes, il fallait vraiment qu'il y ait des effectifs importants. Justement, c'était pas que des gladiateurs qui allaient se battre, il y avait leurs femmes, les enfants avec eux, probablement peut-être des gens un peu âgés pour l'époque. Oui, bien sûr. Il devait y avoir une logistique. C'était énorme. Alors, là encore, c'est un élément qui plaide en faveur de ma thèse. Spartacus était un génie de la logistique, parce qu'il a réussi à faire vivre tous ces gens-là pendant 18 mois. Avec le pillage, à partir du pillage, rassurez-vous, mais enfin bon, il fallait recueillir, répartir. On arrête? Est-ce qu'il a appauvri un peu l'Italie? Non, vous inquiétez pas. Il a créé quelques pauvres de plus, mais enfin... Il n'y a pas de retentissement. Non, c'est pas... Non. Voilà, écoutez, je vous remercie. Oui. Thank you.